Bonjour à tous, bienvenue à ce comité technique de la Somme, premier comité technique de l'année. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, merci. Premier comité technique de l'année ITB, donc bienvenue à tous. L'ITB vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Ce comité technique qui va durer 1 heure en visioconférence, le contexte sanitaire oblige, fera le point sur trois points principaux. Le point de campagne, le retour sur les facteurs limitants avec Johan de Beauvais, délégué de la Somme. Cédric Royer nous fera un exposé sur le désherbage et les informations réglementaires. Johan nous reprendra la parole pour faire un bilan de la jaunisse sur le département de la Somme. Entre chaque exposé, nous pourrons faire une série de questions. Comme vous le voyez, les questions sont à poser comme c'est indiqué sur cette slide. Vous avez sur la droite de votre écran un onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Je m'efforcerai à les poser pour que les interlocuteurs présents puissent y répondre. Bon comité technique à tous. Johan, je te donne la parole. Oui, donc bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par vous présenter les vœux au nom de la délégation de l'ITB Somme. Donc tous nos vœux pour cette nouvelle année, que la campagne betteravière soit réussie en 2021 et nous fasse oublier cette campagne 2020 où je vais vous présenter les faits marquants justement de cette année. Donc tout d'abord, on voit une production, une année difficile, une productivité fortement impactée. Donc là, ici, je vous ai remis en vert sur ce graphique la moyenne quinquennale. Donc on était autour de 89 tonnes,6. Et en 2020, au dernier calcul, on devrait être autour de 74 tonnes à 16. Donc on a une perte d'environ 18%. Donc voilà, donc il faut remonter à l'année 2001 pour connaître un rendement encore plus bas que ça. Donc on était à 61 tonnes à l'hectare, à 16. Mais si vous vous souvenez, l'année 2001, année des inondations, donc année avec des semis très tardifs, où la date de semis était au 9 mai. Et nous, en 2020, la date moyenne est du 28 mai. Il faut remonter à l'année 2099 pour reconnaître un rendement aux alentours de celui qu'on a connu. Donc revenons maintenant ensemble sur les événements qui peuvent expliquer cette baisse de productivité. Donc tout d'abord, on a eu une pluviométrie hivernale importante, mais aussi qui était très différente en fonction des secteurs. Donc là, sur le graphique que vous voyez devant vous, sur votre écran, donc j'ai remis la pluviométrie mensuelle en pourcent de la normale. Donc dès qu'on est en dessous de l'axe des abscisses, donc ça veut dire qu'on est plutôt en déficit, et dès qu'on est au-dessus, c'est qu'on a un excédent d'eau. Donc on a 3 stations. En bleu clair, la station d'Amiens, en bleu plus foncé, la station d'Abbeville, et en bleu intermédiaire, la station de Rouvroy. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on voit qu'on a des situations différentes, surtout la station d'Abbeville, où on a un amas d'eau assez important au mois d'octobre et qui est beaucoup plus calme en début de printemps. Donc en général, ce que l'on voit sur ce graphique, c'est qu'en moyenne, on est toujours au moins à 50% d'eau en plus que la moyenne sur tous les mois répartis. Donc, comme j'ai dit précédemment, pour la ville, plutôt au mois d'octobre, et sur les autres situations, durant tous les autres mois de l'année, de l'hiver, où ça a compliqué, surtout sur les mois d'octobre, novembre, décembre, les conditions de labour, où, comme on peut le voir ici, les mois de janvier sur les stations d'Amiens et Rouvroy sont plutôt en déficit d'eau, donc qui ont permis de finir les labours d'hiver plutôt sur le mois de janvier, qui se sont étalés du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, avec beaucoup qui ont terminé en janvier. Après, un autre fait marquant sur ce graphique, c'est quand même les quantités d'eau qu'on a pu avoir en février, qui ont bien replaqué nos labours juste avant les semis, et une pluviométrie quand même assez importante aussi sur le mois de mars. Revenons justement sur le mois de mars. Donc, justement, ces pluies n'ont pas facilité nos préparations de semis. Et comme on le voit sur le graphique ci-dessous, donc vous avez en histogramme les quantités de pluie jour par jour. Donc, on voit bien que la pluie s'est arrêtée très tardivement au mois de mars, jusqu'au 20 mars. Là, c'est sur la station d'Amiens,
nous avons eu des pluies. Donc, quand on voit que notre date de semis moyenne est au 28 mars, c'est qu'on a semé sur des sols qui étaient en profondeur gorgés d'eau. Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on a quand même, au moment de l'arrêt des pluies, une diminution des températures, donc un ressuyage et un réchauffement des sols qui n'était pas facilité. Et ce qui nous a permis de semer et qui nous a causé aussi des problèmes, c'est comme vous le voyez sur l'image à droite, que je vous montre avec ma souris, un vent fort et desséchant, un vent d'est froid desséchant qui a duré pendant 15 jours, voire 3 semaines, dès le début des semis. Donc, ce qui a fait que sur des labours bien plaqués, quand on a un vent desséchant, nous avons une croûte de ce labour qui s'est formée. Donc, ces conditions très particulières de vent desséchant, suite aussi sur des labours plaqués, n'ont pas facilité nos levées, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de mottes, de zones motteuses, de lits de semences desséchés, et surtout, comme on le voit sur la photo ici à droite, dès qu'on avait des zones plus argileuses, le travail du sol était encore plus difficile et la texture de sol beaucoup plus motteuse. Donc, on a eu des retards de levée. Il faut savoir, quand on a sur ces levées échelonnées, qui ont levé parfois un mois après un retour des pluies, on peut avoir jusque 20% de perte de productivité par ces levées décalées. Alors, comment faire pour justement limiter ces problèmes de levée? Donc, bien réussir sa préparation de sol et éviter, comme on le voit sur cette photo-là, d'avoir un lit de préparation de sol bien motteux. Donc, tout d'abord, quand on est dans des conditions comme cela, il faut savoir adapter son choix d'outils et rapprocher les passages au plus possible. Parce que ce qu'on voyait, c'est que dès qu'on cassait cette croûte de labour bien séchante, elle resséchait très vite et les mottes formées au moment de la première préparation, l'ouverture du labour, quand on repassait après avec la préparation pour affiner le lit de semences, on avait du mal à casser ces mottes. Donc, des choses qui se sont faites, c'est un travail d'ouverture du labour avec des rotatives relevées qui descendaient entre 5 et 7 cm pour casser dès le début cette croûte. Et ensuite, continuer l'affinage du travail du sol avec la deuxième préparation. C'est un élément très important, c'est de bien faire attention à bien choisir son outil pour éviter d'avoir les mottes, surtout avec ce vent desséchant. Une fois qu'on a créé la motte au premier passage, on n'arrive plus à la casser, et de bien faire attention de rapprocher le plus possible les deux outils de préparation, aussi le semoir, pour garder de la fraîcheur. Donc l'objectif, c'est comme vous le voyez sur la photo de droite, d'avoir une préparation de sol fine et un sol bien rappuyé, une graine bien plombée. Deuxième point à bien faire attention, c'est la position de sa graine. Donc, il faut aller chercher à aller positionner sa graine dans un lit de semences humide et bien la replomber. Mais attention, comme vous le voyez sur la photo ici à gauche que je vous montre avec ma souris, attention quand même à la profondeur. On voit qu'on a une graine qui est à peu près à 4 cm et demi de profondeur. Elle est bien dans l'humidité, mais quand vous voyez là la plante, elle s'épuise, la graine s'épuise pour sortir. Donc aussi, on ralentit la vitesse de levée, mais aussi la plante, quand elle va arriver à la surface, si en plus elle a une croûte qui s'est formée au-dessus ou un autre élément qui va la stresser au moment de sa sortie, une plante affaiblie, on aura aussi des risques de perte de levée. Donc, bien faire attention de positionner sa graine dans le lit de semences humides, mais aussi ne pas dépasser les 2,5 cm en profondeur de semis. Donc, pour cela, on a sur certains semoirs qui sont équipés, on a un outil qui permet de bien régler cette profondeur de semis. Donc, c'est déjà l'élément semeur, mais aussi pour aller enlever cette surface de sol sèche, c'est d'utiliser votre chasse-motte, de régler le chasse-motte pour pouvoir, comme on le voit sur le schéma ci-dessous, positionner votre graine et la plomber dans le lit de semences humide, tout en respectant les 2,5 cm de profondeur de sol, en enlevant la terre sèche. Et aussi, ce qui peut être enlevé, c'est les quelques mottes, grosses mottes qui pourraient gêner à sa bonne sortie. Donc voilà, pour les préparations de sol. Bon, ça passe un peu vite. Donc après, deuxième élément marquant de la campagne, c'est qu'après cet hiver très humide, nous avons eu un printemps, et dès le moment des semis, dès l'arrêt des pluies, un printemps et un été très sec. Donc ici, je vous ai remis le graphique de la même façon que le premier que vous avez vu. Donc c'est la pluviométrie mensuelle en pourcentage de la normale. Donc toujours pareil, avec les mêmes codes couleurs, Amiens en bleu clair, Abbeville en bleu foncé, Rouvroy en bleu clair, en bleu alternatif. Donc on voit qu'on est toujours, comme on le voit, on est en dessous de l'axe des abscisses.
on est toujours en déficit hydrique. Tous les mois, jusqu'au mois d'août, nous sommes en déficit hydrique. Et au mois de juillet, on voit les condensés, on a 75% au maximum de déficit hydrique par rapport à la normale. Donc des betteraves qui ont été tressées dès leur levée, elles sont restées stressées. Et il n'y a que sur la station météo d'Abbeville où on a un excédent d'eau au mois d'août, où on a 171% de la normale, mais sur tout le reste, on est vraiment dans une zone très sèche. Et comme on le voit ici, le stress hydrique a perduré, qui a causé quand même beaucoup de problèmes en végétation. Vous avez dû le voir durant la campagne sur vos betteraves. Nous avions eu des betteraves qui avaient du mal à couvrir le sol. Donc, pour illustrer ça, je vous ai remis ici un graphique qui est extrait de nos photos Prévibet qui permettent d'établir la couverture du sol à 3 dates précises pour faire les estimations de rendement. Donc, vous avez justement sur l'axe des ordonnées le pourcentage de couverture foliaire en pourcentage et les différentes dates de prise des photos. Donc, je vous ai remis plusieurs années. Donc, en jaune, la moyenne de 10 ans. En rouge, nous avons l'année 2020. En bleu clair, l'année 2016. Et en violet, l'année 2019. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que finalement, quand ça a bien levé, les betteraves étaient plutôt sur un taux de couverture plus important que les années précédentes, à la même date. On était à 22% de couverture de sol. Mais on voit que notre courbe, très vite, elle s'aplanit, contrairement aux autres années. Et elle a tendance à fortement ralentir durant toute la période de mai à juin. On arrive avec une couverture de sol finale à 57%, qui est très très faible. Il faut remonter à l'année 2016 pour avoir un taux de couverture au 13 juin identique, même inférieur. Mais cela s'explique par une année 2016 un peu différente. On était plutôt sur des températures froides, qu'on voit au final la couverture de sol était meilleure, mais elle a mis plus longtemps, les betteraves avaient mis plus longtemps à couvrir du fait des températures un peu plus fraîches, qu'on avait un retard de croissance du fait des températures, que là, on a plutôt des betteraves très stressées, qui sont très vite en stress et qui ralentissent et qui stoppent leur croissance très rapidement. Donc voilà, c'était pour vous illustrer grossièrement comment on a pu aussi en pleine voir ce stress hydrique. Donc pour justement le stress hydrique, il y a très peu de solutions disponibles. Hein. On sait que sur le département de la Somme, nous savons que sur le département de la Somme, nous n'avons pas de quota d'eau pour irriguer les betteraves. Donc un des facteurs qui permet de limiter, hein, c'est bien ce que j'ai mis sur ce titre, hein, le choix variétal permet de limiter l'impact du stress hydrique. Donc ça ne va pas vous permettre de faire un rendement nettement supérieur, mais elles subiront moins ce stress. Donc le rendement sera meilleur qu'une variété qui est sensible. Donc voilà, c'est le seul levier, c'est de prendre des variétés de notre liste tolérantes au stress hydrique. Donc ce n'est pas vraiment une tolérance, c'est plutôt une limitation de ce stress hydrique. Donc vos parcelles les plus séchantes, comme on voit que c'est quand même un phénomène qui dure depuis plusieurs années, hein, ça fait 2 voire 3 ans, on est plutôt en un été très sec. Et cette année bat des records avec un stress hydrique, comme on l'a pu le voir sur les différentes diapos, qui a démarré très tôt et qui a perduré jusqu'au mois de septembre. Donc c'est le seul moyen, c'est de choisir ces variétés plutôt qui limitent le stress hydrique, qui supportent mieux ce stress hydrique. Donc aussi, les variétés, c'est un pilier pour le stress hydrique, mais c'est un pilier aussi pour la protection fongicide. Pour une bonne gestion de votre protection fongicide, surtout pour vos arrachages tardifs, la variété, c'est l'élément principal pour bien réussir cette protection. Le produit seul ne pourra pas vous permettre, surtout en année à forte pression maladie, d'avoir une bonne gestion de votre stratégie fongicide. On le voit bien sur ce graphique. Donc ici, vous avez la productivité en tonnes par hectare. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rendement financier, donc à 16. Donc on voit que en fonction de la variété, donc en vert la variété tolérante, en rouge la variété sensible, on a quand même toujours un plus, hein, en année à forte pression maladie, la variété tolérante, à même niveau de protection, atteindra toujours mieux son potentiel de rendement. Et même une variété sensible, avec un traitement supplémentaire, vous n'arriverez pas, en année à forte pression maladie, à obtenir le plein potentiel
de sa productivité. Donc, ça reste un élément dans votre choix variétal à prendre en compte, c'est la tolérance aux maladies pour avoir une bonne efficacité de votre protection fongicide, surtout pour les arrachages tardifs. Donc voilà pour conclure sur ce premier bilan de campagne, ce premier exposé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la préparation de sol, c'est un facteur de réussite de la qualité des levées. Donc bien adapter ses choix d'outils, adapter ses passages et la rapidité des passages aux conditions de l'année. Si on en a en année plutôt sèche, eh ben on va rapprocher au plus possible les passages. Si on en a eu en année humide, on aura besoin de ressuyer les sols, donc on va peut-être allonger, choisir les outils. Donc là, quand on a une croûte et du vent desséchant, de bien faire attention de ne pas créer des lamottes dès le début, choisir son outil, bien toujours faire attention au rappuyage pour avoir une bonne qualité de levée, mais aussi limiter les effets parasitisme, et un bon plombage de la graine pour aussi cette qualité de levée. Et j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais la qualité de levée, il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est aussi la variété. On a des variétés qui ont des levées plus ou moins rapides, donc c'est un critère aussi à prendre en compte parce qu'on le voit bien, en conditions difficiles, et quand on a tout de suite une variété qui a déjà un peu plus de mal à lever, on est encore un peu plus pénalisé. Ensuite, une année des extrêmes. On a commencé le début et même l'avant-campagne sur une période très humide. On était vraiment en excès d'eau important. Pour une fois les semis engagés, et là, on a connu l'autre extrême. On est arrivé en stress hydrique très important et qui a perduré et qui a stoppé nos betteraves, le développement de nos betteraves. Donc ensuite, le dernier point, c'est le choix variétal. Comme je l'ai dit précédemment, d'une part pour les qualités de levée, ça a aussi un effet pour le stress hydrique. Les parcelles très séchantes à productivité égale, vaut mieux prendre la variété qui a ce caractère de limiter sa sensibilité au stress hydrique. Aussi pour votre protection fongicide, c'est le pilier de votre protection, c'est sa sensibilité aux maladies, avec une variété qui est très peu sensible. On a une bonne réussite de sa protection. Si on ne fait pas attention à sa sensibilité, les produits seuls ne permettront pas une protection durable et pérenne au niveau des fongicides. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette première partie et je laisse place à vos questions. Oui, merci Johan pour cette présentation complète sur ce bilan de campagne. Il y a quelques questions qui apparaissent. La première question, c'est sur sa première slide. Tu nous as parlé de rendement et la personne pose la question si c'est des rendements, je connais la réponse, départementaux ou nationaux. Ce sont des rendements départementaux. Là, c'est le rendement, c'est la moyenne départementale et le rendement moyen de l'année départementale. Une seconde question sur tes préparations de sol. On a bien vu que c'était un facteur qui pouvait être limitant, qui pouvait bien limiter les levées des betteraves. Qu'en est-il pour les parcelles qui sont plus argileuses? Là, tu nous as parlé des parcelles assez limoneuses. On sait que c'est les parcelles les plus représentatives du Santerre et de la Somme, mais il y a un petit peu d'argile aussi par endroit. Voilà, il y a les parcelles argileuses, des techniques qui se développent aussi. C'est la technique de la préparation d'automne, justement pour éviter ces problèmes. On sait que les sols argileux emmagasinent beaucoup d'eau, mais dès que c'est sec, ça devient très dur et très rapidement. Donc parfois, il y a des labours et des préparations d'automne qui sont effectuées avec une rotative passée assez superficiellement pour déjà affiner le sol et avoir un ressuyage plus rapide et une reprise des semis plus rapide sur ces sols-là, en limitant aussi le problème de mode, de terre sèche et de difficulté de préparation de sol quand on a un printemps très sec comme on l'a connu. Et c'est un peu c'est vrai que j'en ai pas parlé particulièrement, mais c'est tout l'objectif, c'est dans sa préparation de sol, ça conditionne la réussite de son semis et de sa levée, donc ça conditionne son rendement au final, et c'est de bien s'adapter aux conditions de l'année et de faire les choix les plus adaptés à ces sols, et aussi justement dans les réglages des outils, bien faire attention si la parcelle est hétérogène, d'essayer d'avoir un réglage moyen, mais qui permette d'avoir la qualité de levée la meilleure. Merci Johan. Cette question est revenue à plusieurs fois dans l'exposé, donc tu as bien répondu.
Il y a aussi des questions sur le PPT et les vidéos. Donc, je ne l'ai pas dit en introduction, mais tout ce qui est, entre guillemets, cette comité technique est filmé, enregistré. Et dès la fin de l'exposé, vous laisserez quelques heures à ce que ça mouline sur les PC. Mais cet après-midi ou ce soir plutôt, tout ce comité technique sera visible sur le site internet de l'ITB et sur YouTube. Vous pourrez reprendre ça à tête reposée, tous les éléments qui seront exposés aujourd'hui. J'en profite également pour vous signaler, mais on verra la jaunisse tout à l'heure, que nous avons fait un comité technique en décembre 2020 spécifique jaunisse et que ce comité technique est bien entendu visible en replay sur le site internet de l'ITB. Tu nous as parlé de choix variétal, Johan, pour les variétés maladies, mais comment on retrouve ces éléments, comment on choisit, où trouver ces éléments pour bien choisir sa variété? Donc ces éléments-là, ils sont repris dans le betteravier français, hein, dans le betteravier graine, hein, dans les pages centrales du betteravier français, qui est publié fin novembre, hein, l'édition de fin novembre. On peut aussi les retrouver sur notre site internet. Hein. Le BF est retrouvable sur le site internet pour avoir tous les critères variétés, que ce soit les qualités de levée, la proportion à la terre, les sensibilités maladies, la productivité, bien sûr sur des schémas pluriannuels hein, pour bien affiner son choix. Et après, si pour toute autre question, on est joignable par téléphone et on se fera une joie aussi de répondre à vos questions et de vous permettre de choisir les variétés les plus adaptées à vos critères. Donc les préparations d'automne font réagir, Johan. On nous pose la question, préparation d'automne, labour estival plus préparation, semis d'un couvert dans la filée. Est-ce qu'on peut semer en direct dans ce couvert ou as-tu des conseils pour limiter cet engrais vert, comme le glyphosate par exemple? C'est une question posée. Ou comment lutter contre, éliminer cet engrais vert? Bien souvent, ce qu'on a pu constater, c'est que sur ces parcelles-là, c'est souvent des engrais verts qui peuvent être semés assez tôt. On est plutôt après sur des labours qui sont dits plutôt des labours d'hiver aussi, hein, avec un labour fait dès l'automne quand les conditions le permettent et une préparation tout de suite derrière. En fait, on laboure et on voit ce qu'on peut connaître. C'est aussi des préparations très près du labour et qui sont affinées tout de suite derrière. Donc, c'est pour ça que parfois, en fonction des conditions, on peut utiliser ces techniques-là en attendant un maximum, donc avoir une stratégie un peu classique. Hein. On laboure dès qu'on laisse le couvert. 2 mois, on voit un créneau météo au mois de novembre, décembre qui permet de labourer en bonnes conditions et de préparer le sol tout de suite. Et on le fait. Après, bon, on voit que c'est possible aussi je pense que l'inconvénient de faire le couvert, labourer, semer à couvert, faire du glyphosate, c'est après la préparation, la reprise. Hein. Aussi, si on a des pluies importantes, le semis derrière peut, même si on fait un glyphosate, c'est refermé, c'est replaqué. Le semis peut être plus compliqué. Le semis sous couvert, c'est une technique qu'on voit quand même la betterave est en début de cycle et quand même a besoin de lumière. Hein, elle est quand même assez sensible au préjudice de la concurrence. Donc, on est plutôt, nous, sur ces préparations-là, sur un labour suivi d'une préparation très rapidement derrière, plutôt qu'un semis en direct. Merci Johan. Les questions sur ce thème sont épuisées. Il y en a d'autres qui arrivent sur les thèmes qui arrivent. Donc, on va laisser exposer Cédric et ton deuxième retour sur la jaunisse pour poser des nouvelles questions. Donc, Cédric, je te donne la parole pour ton exposé sur le désherbage. Mon écran, alors. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon. Je reviens sur la webcam. Oui, d'accord. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, Cédric Royer, je vais vous présenter la stratégie de désherbage pour 2021. Tout d'abord, je vais commencer par une enquête qui a lieu chaque année dans chaque région de l'ITB. Donc ici, la somme pour 2020, c'est une enquête qui est réalisée sur une notation de la propreté des betteraves en fin d'été. Sur la gauche, vous avez la notation en vert très satisfaisant et puis insatisfaisant en orange et rouge ici pour le département de la Somme.
On constate que les parcelles satisfaisantes en vert foncé et vert clair représentent 69% des parcelles, ce qui est inférieur aux notations habituelles dans la Somme et inférieur à la moyenne nationale qui est de 77%. La deuxième question, c'est quelles adventices sont concernées par cette insatisfaction de certaines parcelles du désherbage. On retrouve les kénopodes dans 57% des parcelles. C'est plus que d'habitude, plus que la moyenne nationale, même si on retrouve le kénopode en première position chaque année dans 40 à 50% des parcelles, suivi des chardons et les troncs, 23%, et puis les graminées et ombellifères. Je reviendrai sur ces deux points dans la suite de l'exposé. Tout d'abord, le raisonnement de son désherbage. Le premier point concerne la connaissance de l'historique de la parcelle. Va s'en suivre pour prendre la décision d'une préémergence, que ce soit pour les graminées ou les dicotylédones uniquement pour les ombellifères, et j'y reviendrai dans une diapo de cette présentation. Ensuite, il va être important d'observer régulièrement sa parcelle pour voir les adventices qu'il lève et ensuite adapter le programme à la flore présente. Le conseil de désherbage donc pour 2020, une interdiction de la matière active DEF-MEDIFAM depuis le mois de juin dernier, à savoir les produits avec cette matière active, Bétanal Booster, Bétanal Novation et d'autres sont désormais interdits pour le désherbage 2021. Donc, que reste-t-il comme choix, comme possibilité pour les produits de contact pour 2021? Il y a toujours les produits solo, c'est-à-dire produits à ajouter soi-même dans le pulvérisateur, donc le Fen-Medifam, les produits type Fastnet, Betafam, ou à compléter par l'étofumésate, par exemple le produit Tramat F. Donc ça, il n'y a pas de changement sur ce point par rapport à d'autres années. Et deux nouveaux produits sont arrivés formulés, même si c'est des AMM un peu plus anciennes, à base de Fen-Medifam et d'étofumésate, sont le Belvédère Duo et le Bétanal Tandem. Donc ces deux produits formulés différemment, mais on remarque que l'équilibre entre Fen-Medifam et étofumésate est semblable pour les deux produits. Et on constate que cet équilibre est différent de l'équilibre qu'on conseille d'habitude pour le désherbage des betteraves, puisque là, on a autant pratiquement de Fen-Medifam que d'étofumésate, alors que dans le conseil traditionnel, on met plus de grammage de matière active Fen-Medifam que d'étofumésate. La deuxième question que l'on se pose est l'efficacité des produits de ces nouveaux produits de contact. Nous avons fait à l'ITB 3 essais en 2020. Donc vous avez sur ce graphique, sur le diagramme de gauche, 4 passages du Belvédère Duo. Donc je répète, matière active Fen-Medifam et étofumésate, complété par du Goltix Vanzar. Au centre, vous avez 4 passages de Bétanal Tandem complétés par du Goltix Vanzar. Et à droite, 4 passages de produits solo traditionnels. Remarquez qu'on a mis 0,23 de Tramat pour avoir la même quantité de matière active que les deux autres produits pour l'étofumésate, même si dans le conseil, on a tendance à mettre un petit peu moins de Tramat que le 0,23. On constate que sur la notation globale sur ces 3 essais, on situe pour les 3 diagrammes entre 7 et 8 sur 10, donc il n'y a pas de différence entre ces 3 itinéraires, ces 3 choix de produits, et il n'y a pas, à la différence d'autres produits qu'on connaissait avec le DEF-Medifam, il n'y a pas d'apport d'efficacité des produits, de ces nouveaux produits de contact formulés par rapport au passage traditionnel. En complément de ces produits de contact, il faudra choisir les produits racinaires. Donc, vous avez l'habitude de ce tableau qui a été mis à jour pour le pense-betterave. Le pense-betterave qui a un petit peu de retard suite à la probable dérogation des néonicotinoïdes. Donc, on attend d'avoir la réponse pour publier ce pense-betterave. Sur le premier tableau en haut, vous retrouvez matière active par matière active
ligne par ligne les différentes matières actives et puis en colonne les différentes adventices. Pas forcément beaucoup de changements à part la disparition de la chloridazone. Et puis sur le deuxième tableau, on voit que ça a fortement diminué avec la disparition de la chloridazone et du desmedifam, avec beaucoup moins de produits formulés différents par rapport à l'année dernière. Je attire votre attention sur l'Enacil, puisque cette année, il y aura la commercialisation du Vanzar SC liquide, qui a un grammage, une concentration différente du produit traditionnel des produits Vanzar ou Varap à 800 grammes par kilo. Donc, la correspondance de 0,1 kg par hectare avec les produits traditionnels poudre mouillable correspond avec le Vanzar SC liquide, qui est cette fois 500 grammes par litre, à 0,16 litres par hectare. Bien entendu, une fois qu'on a choisi ces produits, ces matières actives, il faudra les adapter, les doses au stade des adventices, et puis intégrer le binage autant que possible pour compléter le désherbage. Un point sur les stratégies conseillées sur les ombellifères. On a parlé tout à l'heure que ça pouvait être un point pour réaliser un traitement de pré-émergence, comme traditionnellement avec le Zeppelin et le Rebelle. On voit sur la gauche avec l'interdiction de la chloridazone. Ces produits à base de cuilmerac sont désormais interdits. Il va falloir se tourner vers de nouveaux produits qui, cette fois, le cuilmerac est associé avec la métamitrone pour le produit K0 qui pourra être utilisé à 3,5 litres par hectare dans les cas de forte infestation d'ombellifères en pré-émergence, ou la deuxième stratégie est le K0 1,6 litre par hectare, cuilmerac et métamitrone. Et cette fois-ci, pour avoir les 250 grammes de cuilmerac, de même que le K0 à 3,5 litres ou anciennement le Zeppelin, il va falloir compléter en post-émergence par de l'Okido à 0,8 litres par hectare. L'Okido est un mélange de cuilmerac et de DMTAP, auquel il faudra associer l'Okido en post-émergence, du fenmedifam méthofémésate et du safari pour lutter contre les ombellifères. À noter que l'Okido n'est pas vendu seul, il est vendu uniquement avec le K0 pour une base de 2 litres de K0 pour 1 litre d'Okido, d'où la proposition de programme. Le K0, lui, peut être vendu seul. À noter aussi dans les détails que l'Okido a réglementairement a des contraintes. Entre cotylédon et 2 feuilles, c'est 0,3 litres par hectare, et entre 4 et 8 feuilles, c'est 0,6 litres par hectare. Là, on en a mis que 0,5 pour respecter les 0,8 et respecter les doses de 250 grammes par hectare de cuilmerac. Donc, je reviens sur l'enquête de végétation, de l'enquête de désherbage de la Somme. On a remarqué que les graminées représentaient 8% des parcelles à problème, avec un désherbage non satisfaisant. 8%, c'est pas forcément énorme, mais c'est des notations qui se tiennent d'année en année, et surtout des parcelles problématiques avec de la résistance qui monte au cours du temps. Donc, une solution pour lutter contre la résistance est de diversifier les modes d'action pour permettre aux matières actives, aux différentes matières actives, au cours du temps, d'être toujours performantes. Dans quelles conditions? Donc, pas forcément dans toutes les conditions, mais quand vous apercevez une pression en hausse des graminées, donc là, on cite souvent le régras et les vulpins qui sont problématiques, et donc une efficacité en baisse des traitements. La raison, c'est qu'il y a souvent l'utilisation d'un seul mode d'action, et on sélectionne des plantes résistantes. La résistance est au cours du temps intervenir toujours avec le même herbicide, en tous les cas le même mode d'action herbicide qui va sélectionner au cours du temps toujours les mêmes plantes, les plantes résistantes qui vont se reproduire, et la pression va être en hausse et ne va plus être gérable. Donc là, j'ai repris un tableau qui représente les différents modes d'action aux graminées spécifiquement, donc qu'on appelle le groupe HRAC, représenté par une lettre. Ici en bleu, vous avez la famille des FOP, qui n'est plus efficace sur les régras vulpins, et puis la famille des DIM. Mais ces deux familles, donc clétodyme et cycloxydyme, et représentent le groupe HRAC-A. Pour aller chercher d'autres modes d'action, donc c'est possible en pré-émergence avec la Vadex ou le mercantor gold en pré-émergence,
mais aussi en post-émergence, comme on va le voir tout à l'heure, avec les produits ISAR ou Mercantor Gold. Donc là, qu'avec ces différents produits, on va chercher d'autres modes d'action et on a généralement de meilleures efficacités puisque les résistances d'une plante, d'un graminé, à 2 modes d'action sont beaucoup plus rares, même si cela peut arriver. Donc, je vous présente maintenant un essai d'efficacité sur Regra, 2 essais ITB en 2020. Vous avez la dose de Centurion, en bleu à 0,75 litres par hectare. Donc, vous avez un mode d'action à gauche qui est du groupe A. Ensuite, lorsque vous passez au deuxième diagramme sur la droite, on a ajouté de l'ISAR à 0,6 litres par hectare. Donc, on a rajouté un deuxième mode d'action et on voit que la notation d'efficacité sur le Regra, de propreté, est améliorée. Lorsqu'on passe au diagramme au centre, on a complété de 1 litre, on est passé à 2 litres d'huile et on voit que la notation de propreté est améliorée par rapport à 1 litre par hectare. Et puis, lorsqu'il y a une adjuvantation renforcée avec l'ajout de l'actimum, on voit qu'on est à supérieur à 6 et on a différents modes d'action complétés par l'adjuvantation qui permettent d'avoir une notation équivalente au Centurion 1 litre 25. Donc là, c'est vrai que dans ces parcelles avec beaucoup de régras, avec des régras résistants, il faudrait, c'est ce qu'on fera l'année prochaine, partir avec une dose de 1 litre 25 pour compléter avec de l'ISAR et de l'huile et on arriverait à des notes d'efficacité satisfaisantes. Mais l'idée, c'est bien de améliorer l'efficacité de la cléthodyme avec d'autres modes d'action et une adjuvantation renforcée. Donc pour finir, la lutte contre les graminées, avant tout, j'en ai pas parlé, mais c'est la lutte agronomique avec la rotation qui va permettre d'enfuir les graminées en profondeur et de rendre les la rotation qui va permettre au cours du temps d'avoir une palette d'herbicides plus large et donc d'intervenir avec différentes modes d'action sur la succession des cultures. Et puis, j'avais été trop vite sur le labour qui va permettre d'enfuir les graines en profondeur et au cours du temps, les rendre non viables. Ces deux actions notamment permettent de diminuer le stock semencier et diminuer les levées de graminées dans la culture. Donc, bien sûr, c'est à gérer année après année en fonction des possibilités. La lutte chimique, donc c'est bien diversifier les modes d'action lors de problématiques montantes de graminées, que ce soit en pré ou en post-levée, et puis bien utiliser les produits anti-graminées seuls et différemment de la stratégie anti-dicotylédone. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Cédric pour cette présentation. Comme souvent, le désherbage, ça fait réagir. Tu nous as parlé tout à l'heure d'une enquête où tu as parlé de kénopodes, d'ombellifères et d'autres choses. Et on me dit, il n'y a pas de problème de renouée dans la Somme. Alors, les renouées avec un S au pluriel. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une notation qui est réalisée en très grand nombre sur un très grand nombre de parcelles, 6000 parcelles à l'échelle nationale, plus de 500 parcelles dans la Somme. Donc, c'est des notations réalisées au bord de chemin sans forcément rentrer dans les parcelles. Donc, c'est intéressant pour voir l'évolution année après année ou entre régions, mais des adventices type les renouées liserons, je pense, ou à triplex sont présentes, mais ne font pas partie forcément de l'enquête, notamment sur les plus grandes problématiques. Ok, Johan, tu pourras prendre la parole si tu as des choses à rajouter sur les renouées, bien entendu. Sinon, tu nous as parlé d'une nouvelle formulation, pour le Lénacil, du liquide maintenant, donc avec des efficacités, des facilités d'emploi, plus simple que de la poudre. Il y a une différence d'efficacité ou pas? À la dosage, l'équivalent de dose que tu nous as précisé, c'est la même efficacité? Ouais, nous on a testé depuis
plusieurs années, alors je ne sais plus si c'est depuis 1 an ou 2 ans, pour des questions pratiques, cette nouvelle formulation. Il n'y a pas de différence d'efficacité, c'est bien la quantité de matière active qui va permettre d'avoir le même résultat qu'avec la poudre mouillable, et puis des conditions de facilité d'utilisation, on va dire, plus simples que les sachets du Vanzar ou du Varap. Tu nous as parlé du Quimerac avec une dose de 250 grammes par an maximum. C'est réglementaire ou c'est une recommandation de l'ITB ou de la firme ou des firmes? Dis donc, pour avoir l'homologation d'un produit, il y a des modèles qui font fonctionner, qui font des projets, des prévisions sur le désherbage des différents produits, et les modèles tournent avec les 250 grammes de Quimerac, comme c'était déjà le cas avec le Zeppelin. Donc, il faut respecter les modèles pour avoir des matières actives durables et continuer à utiliser ces matières actives et ces produits au cours du temps, et ne pas en retrouver dans les eaux notamment, ou dans l'environnement, et avoir par la suite des restrictions ou des interdictions de matières actives. Toutes les matières actives repassent au niveau de l'Europe tous les 10 ans et tous les 15 ans. C'est de plus en plus difficile de pouvoir réhomologuer ces matières actives. Donc, il faut se soumettre à ces contraintes de modèle pour pouvoir continuer à désherber les betteraves avec une palette de matières actives assez importante en betterave aujourd'hui. Il y a ta diapo, ta slide 11, donc l'avant-dernière, où tu parles de désherbage des graminées, des raigrats. Il y a 2 questions sur cette slide. La première étant, c'est un résultat d'une synthèse de 2 essais. Il n'y a pas forcément l'origine des essais des régions, mais aussi quelle est la présence de raigrats au mètre carré dans ces essais-là? Ouais. Elle est importante, faible? Alors, l'origine des essais, c'est la Normandie et l'Île-de-France. Donc, on réalise des essais dans les différentes régions françaises. Donc, les essais de 2018 et 2019 confirment cette tendance, à savoir aller chercher d'autres modes d'action, avoir une adjuvantation renforcée. Donc, ça confirme cette tendance. Et pour les raigrats par mètre carré, il y en avait une cinquantaine de raigrats mètre carré en Normandie, 150 à 200 en Île-de-France. Et puis, au-delà du nombre, ce qui est important, c'est les raigrats résistants et le type de raigras ou d'huile pain qu'on peut avoir. Même s'il y en a moins, mais qui sont résistants, ça va vite poser des problèmes si on ne fait pas la diversification des modes d'action des herbicides chimiques. Donc une question aussi, tu nous as présenté cet essai avec du Centurion, de l'Avadex de mémoire, et d'autres produits, mais il n'y a pas de SMOC. Est-ce qu'on a des essais aussi avec un mélange Avadex SMOC et les matières actives SMOC pour avoir une efficacité sur les raigrats? Ouais, le S-métolachlore. On avait beaucoup travaillé à l'ITB sur des résultats en pré-émergence, c'est-à-dire avec de l'Avadex incorporé ou du S-métolachlore en pré-émergence. Je pense qu'on a beaucoup communiqué sur cette diversification de matières actives à travers ces 2 produits. Et on n'avait pas travaillé sur la diversification des matières actives en poste. Donc ça, on le fait depuis 2-3 ans. Donc on met l'accent sur l'ISAR et Mercantor Gold sur les essais ces dernières années. Mais les résultats de pré-émergence, même s'ils doivent être de pré-émergence ou d'Avadex, même s'ils doivent être forcément complétés avec du Centurion, ou tout du moins un produit à base de clétodime, pour limiter et détruire les relevés, on obtient également des résultats en pré-émergence comme en post-émergence. Mais parfois, on n'a pas vu la présence de fortes de graminées importantes. Et une fois qu'on arrive un petit peu plus tard dans l'itinéraire technique, on ne peut plus
faire le choix de pré-émergence si on ne l'a pas fait. Donc, c'est également important d'avoir une solution de repli avec diversification des modes d'action en post-émergence. Merci Cédric. Il y a une question encore sur ta dernière slide là, de conclusion. Tu parles du labour et l'efficacité sur les graminées. Qu'est-ce que tu conseilles pour faire un labour à quelle période? Proche de la date de semis, plus éloigné? Quel est le meilleur labour à faire pour limiter ces raies-gras ou ces graminées d'une manière générale? Je pense que le labour, il doit être effectué après un échec lors d'une culture pour enfuir les graines viables en profondeur et les rendre non viables au bout de 3-4 ans et ne pas forcément labourer tous les ans mais seulement tous les 3 à 4 ans. On sait que les graines notamment de raies-gras et de vulpin vont au bout de 3-4 ans devenir non viables si elles sont enfuies au fond du labour, puisque c'est surtout les graines en surface qui vont lever. Donc, c'est surtout après un échec qu'il faut enfuir les graines viables pour qu'elles deviennent non viables. Une question, deux questions qui arrivent maintenant sur les raies-gras toujours, qui lèvent un peu tout le temps dans le temps. Quel est le bon stade pour traiter les raies-gras? Faut-il faire plusieurs passages? Qu'est-ce que l'ITB conseille? C'est une bonne question parce que j'en ai pas parlé. Donc, on conseille de traiter les raies-gras au stade 3 feuilles débutalage. Mais au-delà du stade, ce qui est important, c'est les conditions d'application. L'objectif est bien de réaliser un seul passage antigraminé foliaire à base de cléthodyme plus les compléments que j'ai déjà évoqués. Et ce qui est important, c'est de bien avoir des conditions poussantes. On avait réalisé l'année dernière un essai en Normandie où avec des conditions entre 5 et 12-13 degrés dans la journée, on avait réalisé d'autres traitements avec des températures de 8 à 17 degrés, même si le stade était un peu plus avancé et le résultat était bien meilleur avec ces conditions poussantes. Donc oui, 3 feuilles débutalage, mais si on n'a pas les bonnes conditions, il faut attendre un petit peu pour avoir des conditions plus poussantes et améliorer l'efficacité dans le but de ne faire qu'un seul passage, parce que si on fait 2 passages, le deuxième passage, on va rencontrer les graminées qui sont résistantes du premier et on observe souvent des échecs à ce niveau-là. Merci Cédric. Je vais redonner la parole. Juste pour compléter un peu sur cette problématique des stades, hein, c'est bien il y a le stade qui est important, mais justement dans la situation où les levées sont échelonnées, c'est de faire attention de ne pas non plus, dès que les premières sont au stade de 3 feuilles de talage, d'intervenir. C'est bien de faire attention qu'il y ait une bonne majorité de levées. Donc, c'est que la moyenne des stades des grès gras soit plutôt 3 feuilles plutôt début talage et aussi plutôt faire attention aux conditions climatiques, plutôt attendre début talage, conditions favorables, adapter la dose de produit et aussi faire attention à l'huile. Hein. Des fois, renforcer les doses d'huile si le stade est un peu dépassé, avec des temps poussants pour limiter les causes d'échec. C'est une des solutions aussi. Merci Johan pour ce complément. Donc, je te laisse la parole. Tu peux présenter ton dernier diaporama sur la jaunisse et nous reviendrons pour une dernière série de questions à l'issue de cet exposé. Oui, donc maintenant, on a vu un peu les faits marquants, on va dire, du début de campagne. Et un des autres faits marquants, c'est la jaunisse en 2020, où on a eu une forte pression jaunisse, un retour d'une belle pression jaunisse. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça donnait au niveau de perte de productivité de la jaunisse? On est plutôt dans la moyenne historique. Donc vous avez un graphique. Donc là, ça reprend la productivité en pourcent des zones saines. Donc c'est la différence entre sur la des mêmes parcelles, des zones vertes et des zones jaunes. Donc les zones jaunes, les zones touchées par la jaunisse. Donc ce que l'on voit, c'est qu'en moyenne, nous avions eu 20% de perte de productivité entre ces différentes zones. Donc, ce rendement, cette perte est à calculer aussi par rapport à la surface touchée par les betteraves. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi au niveau richesse, dans les prélèvements faits, nous avions perdu en moyenne 1 point de richesse entre zone verte et zone jaune. Donc, j'ai bien dit 20% de perte de productivité. Donc, comme dans le titre, c'est marqué dans la moyenne historique des prélèvements avant l'arrivée des NNI.
était de 22% de perte de productivité. Donc ensuite, revenons un peu sur la campagne de pucerons, l'arrivée des pucerons. Donc, c'est plutôt une arrivée précoce. Donc, ici, c'est un graphique qui représente l'évolution de la fréquence de pucerons vert-aptères sur les betteraves. Donc, vous avez ici en ordonnée le nombre de la fréquence de betteraves touchées par les pucerons. Donc, la barre rouge représente le seuil de nuisibilité de 10%. Ici, vous avez les différentes dates d'observation. Donc, ce que l'on voit, c'est que dans tous les cas, c'est plutôt une arrivée assez précoce, hein, où nous avons la date moyenne d'été1 qui est au 21 avril. Et on a des situations un peu différentes. Nous avons, comme on le voit ici, la courbe bleue où nous avions une arrivée sur Holt très importante dès le début de pucerons, alors que sur Chopie, nous avions plutôt une arrivée qui se voit plutôt tardive et forte. Au premier seuil, on était bien inférieur à Holt. Et on a un site de Longueval où on voit le T1 est légèrement décalé, une infestation plus faible et plus tardive, et un retour qui se fait aussi plus tardif, où cette situation-là, nous avions deux traitements. La première chose qu'on voit aussi sur ces graphiques, c'est que bien souvent, nous avions eu du mal à gérer les populations de pucerons. Comme on peut le voir sur cette courbe bleue de Holt, on est, même après intervention, on est rarement descendu en dessous du seuil de nuisibilité. Il a fallu attendre le T2 pour être en dessous du seuil de nuisibilité. Donc, c'est ce que vous avez pu connaître aussi sur vos parcelles. Donc, ensuite, nous avons un deuxième pic qui est arrivé 17 jours après le premier, donc autour du 8 mai. Donc, la moyenne des T2 au 8 mai. Et juste avant une période de froid. On a eu les seins de glace et vers le 12-13 mai, une période de froid. Alors, est-ce que ça explique aussi ce problème où là, le T3 est revenu seulement en jour? Est-ce que du fait d'avoir des applications de produits sur du temps moins poussant, on a peut-être eu une perte de rémanence? Et derrière ce temps très chaud a favorisé aussi l'arrivée encore plus précoce, plus massive des pucerons. Donc, le T3 qui lui est arrivé du coup autour du 20 mai. Donc, l'effet marquant, donc on a une arrivée des pucerons verts très tôt sur nos parcelles de betteraves, dès le 20 avril, très massive, où là on est monté jusqu'à 60%, et avec une difficulté de les contrôler, même avec les interventions insecticides, ou sur certaines parcelles, comme on peut le voir sur Holt, on descend difficilement en dessous des seuils de nuisibilité. Et il a fallu attendre le troisième traitement dans beaucoup de situations, et l'arrivée aussi à la fin mai des auxiliaires, pour, comme on peut le voir sur le graphique, avoir une population de pucerons vert-aptères qui reste en dessous du seuil et une bonne maîtrise de ces populations, définitivement. Si on reprend un peu les données qu'on a pu faire, les enquêtes que nous avons pu faire sur les pratiques au niveau des parcelles, sur le nombre de traitements effectués, on voit que par rapport à ce que je vous ai présenté avant, qui était sorti de notre réseau de surveillance pour avoir des données précises pour vous montrer vraiment les infestations de pucerons, ben on voit que dans 77% des cas, nous sommes aussi sur une stratégie à 3 traitements. 3 traitements insecticides ont été nécessaires. Nous avons 15% des situations qui ont nécessité que 2 traitements. Donc, ça peut être des situations, comme on a pu le voir sur le graphique précédent, comme Longueval, une arrivée un peu plus tardive et moins forte des pucerons, où avec 2 traitements, on arrivait à gérer la pression puceron. Et aussi les situations à 4 traitements. Donc 8% des cas. Souvent, quand on analyse bien ces données, quand on a eu recours à 4 traitements, c'est plutôt des situations où on a utilisé 1 voire 2 produits non conseillés par nous, par l'ITB. Donc plutôt des produits type pyrète carbamate que nous avions utilisés en début de cycle. Donc c'est souvent cette situation-là où on arrive à 4 traitements pour avoir une bonne gestion des pucerons. Donc après, voilà, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'impact de la stratégie. Est-ce que le nombre de traitements a un impact sur la proportion, le pourcentage de jaunisse présent sur les parcelles? Donc vous avez ici en abscisse les pourcentages de surface touchée par la jaunisse. Et ici, nous avons les différentes modalités. Donc on peut les découper en 2 grands groupes. Les stratégies de traitement, donc les programmes, et le positionnement du T1. Donc tout d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même
au fil du temps, avec l'augmentation, si on prend qu'un T1 ou la stratégie 2 ou 3 traitements, on a une diminution. Plus on a de l'utilisation, plus on intervient au seuil, plus on a une diminution du pourcentage de surface touchée par la jaunisse. Premier enseignement. Ensuite, ce graphique-là pour vous montrer qu'on a aussi un effet du positionnement du T1. En fait, là, c'est des stratégies à un traitement où là, on a fait le T1 dès l'atteinte du seuil de 10% de présence de pucerons verts, 10% de betterave avec au moins présence de pucerons verts. Et là, on a attendu au moment du T2 pour faire la première intervention. Donc, on voit bien que le retarder son intervention, on a une augmentation du pourcentage de jaunisse. Ensuite, une question qui s'est posée durant la campagne, c'est nous avions eu des pucerons verts qui sont arrivés sur des betteraves jeunes, dès le stade de feuilles naissantes. Nous avions eu la question, faut-il la traiter? Nous avions passé le conseil d'attendre plutôt des betteraves à 2 feuilles vraies pour avoir une bonne surface foliaire et une bonne absorption du produit. Donc là, cette stratégie-là, c'est une stratégie aussi à 3 traitements qui est en jaune, le T1 précoce, où là, nous avions fait le traitement des 10% de betteraves avec au moins un puceron vert aptère. Donc nous étions au stade de feuilles naissantes. Ce qu'on voit, c'est que malgré les 3 traitements, on a un pourcentage de jaunisse plus important que la même stratégie à 3 traitements. On est autour de 7,5% de jaunisse sur les modalités à 3 traitements et nous atteignons 20% sur ce traitement, ce début de traitement plus précoce. Donc, sur cet essai, nous avions eu le relevé d'une cuvette jaune chaque semaine avec analyse a posteriori de la proportion de pucerons virulifères. Et quand on analyse ces données-là, on observe que les pucerons virulifères sont arrivés sur cette parcelle plutôt tardivement sur le dernier traitement. Donc, on n'a bien fait que 3 traitements, mais du fait d'avoir commencé plus tôt, nous avions toujours traité au seuil. Nous avions fini la protection une semaine avant la stratégie à partir de 2 feuilles vraies. Donc on a une semaine d'arrêt plus tôt. Donc cela peut expliquer aussi le fait que malgré qu'on n'a pas eu la nécessité de réintervenir sur ces modalités-là, les seuils n'étaient pas atteints, on a eu peut-être une présence tardive et plus importante que la modalité que nous avions traitée à partir de 2 feuilles vraies à 10% de betteraves touchées par les pucerons verts. Donc ensuite, ce que ça pouvait donner en parcelle agriculteur, donc nous avions sur quelques sites du département mis des zones témoins, des zones à traitement, 2 traitements et 3 traitements sur des parcelles agriculteurs. Donc ce que l'on voit sur les 2 photos de gauche et de droite, donc c'est 2 situations différentes, une plutôt sur la miennois, une plutôt sur le vimeux. Donc on voit quand même que c'est plus frappant sur la photo de gauche. Quand on augmente les traitements, on a bien un effet visuel d'une baisse de proportion de jaunisse. Sur la photo de droite, c'est un peu moins parlant, mais on a quand même un effet où on est meilleur en 2 et 3 traitements qu'en un seul ou une zone témoin. Donc, analysons un peu plus précisément ces 2 situations. Donc, le témoin de la situation d'Amiens, de la miennois, nous sommes à 100% de surface touchée par la jaunisse. Nous estimons sur cette parcelle du vimeux plutôt à 30%. Pour information, cette parcelle du vimeux correspond à la courbe jaune du graphique sur la proportion de pucerons, où on avait une arrivée plutôt tardive, un peu plus tardive des pucerons, où le premier pic était nettement moindre que sur la parcelle de Holt, par exemple. Donc on voit que là, on est plutôt à 30%. Un traitement, nous estimons sensiblement à 30% aussi la part de jaunisse, très peu de différence sur cette stratégie à traitement. Ici, sur la miennois, la parcelle avait reçu en premier traitement un produit à base de pyrètre et carbamate et qui, on l'a bien vu, n'a pas été efficace, n'a pas permis de réduire cet impact jaunisse. Le deuxième traitement a été fait, lui, par contre, avec un traitement conseillé. Donc, nous atteignons 50% de jaunisse. Donc, on a diminué de moitié la présence de jaunisse par rapport à la modulée en traitement. Ici, en 2 traitements, nous sommes plutôt sur la parcelle à Chepy à 10% de surface touchée par la jaunisse. Et à 3 traitements,
nous avons sensiblement la même chose. Ici, nous ne voyons pas un effet très significatif de l'arrivée du troisième traitement. Par contre, on voit quand même sur cette parcelle de l'amiénois où le premier contrôle a été mal fait, le troisième traitement a permis de diminuer fortement la jaunisse, où nous atteignons 10% de surface touchée par la jaunisse. Donc, juste pour vous montrer, nous avons bien un effet du nombre de traitements sur la proportion de jaunisse. Ce sont des traitements qui dans les deux cas ont été faits par le déclenchement à 10% de betteraves touchées par au moins un puceron vert. La seule différence, c'est que cette situation-là, après vérification, le premier traitement avait été fait plutôt avec un produit à base de pyrètre et carbamate. Donc, c'est juste pour vous remontrer que nous avons bien un effet du nombre de traitements sur l'impact jaunisse, même si dans certaines situations, les insecticides n'ont pas permis un bon contrôle de la jaunisse. Mais ça a un impact quand même, le nombre de traitements a un impact global sur l'infestation de jaunisse. Donc après, nous avions fait plusieurs enquêtes. Donc on a la jaunisse, les premiers symptômes de jaunisse, nous les avons observés dès début juin. Donc nous avions fait 3 dates de notation de pourcentage de jaunisse par parcelle, donc qui nous a permis d'avoir une fréquence, donc qui est ici représentée en histogramme. Ce sont les fréquences de parcelles à qui représentent différents groupes. Donc, on a des parcelles notées inférieures à 1%, entre 1 et 5%, entre 5 et 10%, entre 10 et 40% et supérieures à 40%. Et la courbe que je vous montre ici, c'est la gravité moyenne. Donc, l'échelle est juste ici à droite. Après, en vert, c'est la notation fin juillet. Donc, on voit que fin juillet, nous avions quand même une forte proportion de parcelles touchées à moins de 5% de jaunisse. Et qu'au fil du temps, si on regarde à mi-septembre les couleurs saumon, on commence à avoir une diminution de la fréquence des parcelles faiblement touchées, au contraire une légère augmentation des parcelles touchées à plus de 5%, et ça s'accentue encore au mois d'octobre par les histogrammes orange, où nous avions une forte diminution des parcelles touchées à moins de 5% et une forte augmentation des parcelles touchées à plus de 10%. Donc, nous avions fait ces enquêtes parce qu'on a vu que durant l'été, nous avions une croissance de la jaunisse faible, ou durant l'été, avec le manque d'eau, on a eu une évolution très lente de la jaunisse. Avec les pluies de la mi-août, nous avions commencé à voir début septembre une évolution, qu'on a constaté un reverdissement des parcelles et ensuite une réapparition des symptômes. Comme ça a repris de la feuille, les betteraves ont refait de la feuille, la photosynthèse a repris, l'absorption d'azote a repris, ça a eu un effet vert, des nouvelles feuilles sont apparues et ensuite les symptômes de jaunisse sont réapparus. Les pluies de septembre ont aussi permis d'avoir ces aspects-là. Et courant octobre, dès fin septembre, début octobre, nous avons vu une montée rapide de la jaunisse, évolution rapide, d'où l'intérêt d'avoir fait ces 3 dates de notation. Donc, et cela se concrétise par aussi notre gravité moyenne de ces parcelles observées. Donc, c'est quand même, cette enquête-là, c'est plus de 600 parcelles que nous avions notées. Donc, on voit qu'au fin juillet, nous étions à 4% de gravité moyenne. Nous montions à 15,5% de gravité moyenne à la mi-septembre pour atteindre à la fin octobre et l'arrêt de notre notation à 18% de gravité moyenne jaunisse. Donc, nous avions une gravité moyenne du département à hauteur de 18% de surface touchée parcellaire par la jaunisse. Et après, nous avions fait des prélèvements pour identifier la prévalence virale sur le département. Donc, vous pourriez revoir tout ce qui concerne le national sur le replay du comité technique spécial jaunisse qui avait eu lieu à la mi-décembre. Donc là, nous avions plutôt une prévalence de double infestation en majorité, dans 72% des cas, avec bien souvent une forte proportion de jaunisse grave. Donc, voilà ce que ça donne, nous, au niveau du département de la Somme. On est plutôt sur une mono-infection. Hein, dans 66% des cas, on a une mono-infestation. Donc, dans 57% des cas, ici en violet, de jaunisse modérée. Dans 9% des cas, le virus de la mosaïque,
que nous n'avions pas vu l'année précédente. Nous avons 22% de cas de double infection, donc pas de jaunisse grave en mono-infection, mais dans ces 22% de double infection, cela représente 80% des cas où on avait présence de jaunisse grave et modérée, et le reste est jaunisse grave et mosaïque. Et dans 13% des cas, nous avions les 3 virus présents, modéré, mosaïque et grave. Donc sur la somme, nous sommes en majorité plutôt sur de la mono-infection, plutôt la jaunisse modérée, alors qu'au niveau national, on était plutôt sur des doubles, voire triples infections et une plus grande majorité de jaunisse grave. Donc ensuite, quid de la protection 2021, la dérogation pour les néonites en bonne voie, elle sera une dose minorée, donc une dose de 75% de la dose AMM. Donc ici, c'est un graphique qui représente l'évolution du nombre de pucerons verts après semis à différents stades, 40 à 50 jours après, 60 à 70 jours après et 90 jours après. Donc ici, vous aviez sur l'échelle, c'est le pourcentage de pucerons présents en fonction des modalités. Donc en bleu, le témoin. En rouge, la réduction. Donc ici, c'est l'imidaclopride à 33% dans les essais. Et la dose d'AMM. Donc on voit qu'à 40 et 50 jours, très peu de différence entre la dose AMM et la dose minorée. À 60-70 jours, on a bien quand même une augmentation qui nous permet de le voir par le témoin, une augmentation de la présence du puceron. Elle reste toujours très faible pour les deux doses et très peu de différence entre la dose minorée et la dose d'AMM. Et à 90 jours, c'est seulement à partir de 90 jours où là, on voit une différence, où là, il y a quand même de l'efficacité encore du produit minoré, mais plus de 50%, et la dose d'AMM qui a toujours très peu de pucerons. Donc, tout cela pour vous dire qu'à 75% de la dose, cela permettra une bonne protection contre les pucerons verts aptères pour lutter contre la jaunisse. Très peu de différence. Donc, si on prend des semis comme on a pu le voir autour du 20 mars, on arrivera à début juin en fin de protection. Donc, on sera plutôt sur des stades de peu de sensibilité de la betterave. On se rapprochera très fortement de la couverture du sol. Donc, très peu de risques. Une bonne protection, même à 75% de la dose, pour la protection puceron vert aptère et pour gérer la jaunisse. Donc voilà, juste ce qu'il faut retenir, c'est que l'année 2020 est marquée par une arrivée précoce des pucerons verts, du fait que, si on se le rappelle, l'hiver 2019-2020, très peu d'hivernage, très peu de gel, donc des conditions qui étaient plutôt favorables au développement et au maintien des plantes hôtes des virus. Un printemps qui était plutôt rapidement chaud, qui était favorable aussi au développement des pucerons, qui sont arrivés très vite sur nos betteraves en forte proportion, qui ont compliqué la gestion par nos insecticides de ces populations de pucerons. Donc, qui dit gestion difficile des populations de pucerons dit gestion difficile de la jaunisse. Comme on a pu le voir, il y a des situations sur certains endroits où il y avait des parcelles fortement infestées, où on a eu du mal à gérer cette pression puceron, où très souvent on ne descendait jamais en dessous des seuils. Donc, dans des pressions telles, on a une mauvaise, avec les solutions actuelles, on a une mauvaise gestion de la jaunisse, même si on a pu le voir, chaque intervention, le nombre d'interventions avait quand même un effet sur l'infestation finale de la jaunisse. Ce n'est pas des efficacités suffisantes, mais ça a quand même un effet sur la proportion de jaunisse sur les parcelles. Nous sommes plutôt sur des infections, des mono-infections, plutôt la jaunisse modérée qui est la plus présente. La dérogation est en bonne voie. Donc, même à 75% de la dose, nous aurions une bonne protection contre les pucerons verts, donc de la jaunisse. Et pour toutes les informations complémentaires, plutôt les informations générales sur la prévalence, les types de virus, les cycles d'infection, je vous conseille d'aller revoir sur notre site internet le replay du CT jaunisse qui est disponible et n'hésitez pas à en abuser. Donc, je me place à vos questions maintenant. Merci Johan pour cet exposé sur la jaunisse. Oui, des questions apparaissent, notamment tu as parlé de dérogation. Vincent Lodina, notre directeur, je pense que je peux vous poser la question. J'ai deux questions à vous poser d'ailleurs. Une donc sur cette dérogation, où en est-on
Lors du comité jaunisse, nous avons parlé que la dérogation allait arriver en janvier. A-t-on des nouvelles sur cette dérogation? Oui, bonjour, bonjour. Je vous souhaite aussi une bonne année, hein, rapidement, et une bonne année, je dirais, personnelle, mais aussi une bonne année agricole, et très égoïstement, je dirais une bonne année betteravière. Au niveau, effectivement, de la dérogation, vous savez, toute la filière s'est mobilisée depuis des années pour expliquer que les néonicotinoïdes étaient une solution, et elle était la solution actuelle pour pouvoir contrôler les pucerons qui sont les vecteurs de la jaunisse. On a enfin été entendu. Et encore une fois, c'était un protocole très très long. On a été entendu, comme Johan vous l'a expliqué, il y a eu le 15 décembre déjà la loi a été votée pour avoir la possibilité d'utiliser dans un système dérogatoire les néonicotinoïdes. Et depuis ce matin, le décret d'application est en consultation, donc l'arrêté d'application est en consultation sur le site du ministère, qui nous permettra donc normalement d'utiliser d'ici, d'avoir l'autorisation d'utiliser des néonicotinoïdes d'ici 20 jours, donc de réaliser les enrobages d'ici la fin janvier, dans les deux produits actuellement disponibles, qui sont le thiaméthoxam et l'imidaclopride. Les doses seront légalement portées à 75%, comme l'a dit Johan. Je n'ai aucune appréhension sur l'efficacité et le contrôle de ces 75% pour contrôler les pucerons dans les délais nécessaires pour prévenir toujours des infestations virales qui auraient des conséquences importantes. Donc, c'est à vous de voir. Il y aura tout de même des contraintes au niveau de l'itinéraire cultural. C'est ce qui est en consultation publique aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail instantané. Sachez que quand même pour la première année qui suivra, donc en 2021, le gouvernement encouragerait ou souhaiterait des plantes non attractives au niveau des pollinisateurs, hein, des abeilles notamment, mais ce sont des choses qui vont être encore discutées et qui pourront être discutées dans les années à venir. Donc, très prochainement, j'espère que l'ITP pourra vraiment vous confirmer l'apparition, la publication de ce décret final d'utilisation des néonicotinoïdes en betterave pour les semis 2021. Voilà, merci Vincent. Donc, votre caméra ne doit pas fonctionner. On a un écran noir, on ne vous voit pas. Ah, et pourtant, c'est dit que ça marche, mais je ne vois pas pourquoi. Désolé. Et justement, il y avait des questions sur cette saisine de l'ANSES. A-t-on des nouvelles sur les successions culturales et qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce qu'on peut en dire plus? Oui, alors il y a effectivement des informations qui sont déjà, on va les publier, hein, nous aussi, très prochainement sur le site de l'ITB, hein, parce que ça a été publié ce matin. Effectivement, il y aura des contraintes. Vous savez que les néonicotinoïdes ne pourront être utilisés qu'une seule fois en 3 ans sur les parcelles qui pourront en bénéficier. C'est-à-dire, si je fais une betterave en 2021 qui bénéficiera de néonicotinoïdes, je ne pourrai plus faire de betterave sur la même parcelle. Je pourrais en faire ailleurs sur mon exploitation, mais plus sur la même parcelle en 2021, 2022 et 2023. Il y aura également des demandes, il y aura également des engagements sur les successions culturales. Et comme je le disais, pour le moment, en 2021, les plantes qui seront en 2022, pardon, les plantes qui seront autorisées après une betterave seront l'avoine, le blé, le chou, les cultures fourragères non attractives, les cultures légumières non attractives, les endives, les fétuques, des moas, l'oignon, l'orge, l'orge grasse et le seigle. Donc, il y aura effectivement des contraintes là-dessus. Voilà, donc, mais ça doit être un peu plus affiné et ces contraintes s'amenuisent au fur et à mesure qu'on progresse au niveau des successions culturales. Merci Vincent. Il y a une question, je vais me la poser, Johan. Quelle stratégie à cette ici donc, si on considère que des betteraves sont tolérantes à la jaunisse en 2021? Ben, la réponse va être très simple. Il n'y a aucune variété de betterave à ce stade en France inscrite au catalogue qui est tolérante à la jaunisse. Donc, toutes les variétés sont sensibles à la jaunisse. Donc, soit elle est traitée, comme l'a dit Johan, avec des NNI à 75% de dose, soit vous la faites sans ces traitements NNI, avec un traitement en relais qui s'appelle le TPKI. À ce stade, nous n'avons que le TPKI et une seule application autorisée pour 2021. Donc, je répète, aucune variété tolérante à la jaunisse n'est disponible aujourd'hui sur le marché. Des variétés sont en test, mais elles ne sont pas disponibles, hein, clairement. Et Johan l'a bien montré dans son exposé, hein, la prévalence virale, donc les virus qui sont présents différemment sur les parcelles ou sur les régions françaises sont très différents d'une région à l'autre. En 21, on est incapable à ce stade de vous dire quel virus de la jaunisse sera présent en France et où. Les grosses différences ont été bien vues entre 2019 et 2020.
quel insecticide si on met des NNI sur la semence? Donc aujourd'hui, la dérogation qui est demandée et qui est en lecture, hein, Vincent, si je ne me trompe pas, les deux matières actives sont demandées, hein, l'imidaclopride et le thiaméthoxam sont demandés en dérogation pour traiter ces semences. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Les deux produits, il n'y a pas de distinguo. En fait, c'est une dérogation qui porte sur les néonicotinoïdes et donc sur les deux produits historiquement, on va dire, utilisés en France précédemment. Donc, Johan, tu l'as dit, mais la question arrive seulement maintenant, donc je pense qu'il faut que tu reconfirmes. Avec des semences traitées NNI, est-ce qu'un passage insecticide de couverture en cas de présence de pucerons, alors début juin, sera-t-il à faire pour se couvrir de la jaunisse? Alors, il faut peut-être faire un distinguo aussi sur le puceron vert et sur le puceron noir. Peut-être que tu nous fais un petit complément sur cette Oui, donc question. sur puceron noir, notre stratégie était de pas, de toute façon, on n'avait plus de seuil puceron noir, on ne conseillait plus d'intervention sur puceron noir. Après, sur puceron vert, a priori, quand on voit le graphique et la rémanence des produits, normalement, ça va nous amener jusqu'au stade, pas loin du stade couverture. Donc, à part si, en fonction des conditions de levée et conditions de semis, si à présent, c'est que le stade de couverture est atteint, il y aura très peu de chances d'avoir recours à un insecticide foliaire. Peut-être que quelques circulations particulières le nécessiteront, mais dans l'ensemble, on voit que même à 75% de la dose, nous ne serons bien protégés. Donc, il y aura très peu enfin, normalement, il n'y aura pas une nécessité d'intervenir en foliaire contre le puceron vert. Oui, à savoir que la couverture du sol arrive de plus en plus tôt, hein, avec les variétés qui sont activées, qui lèvent plus vite et qui se développent plus vite. Et dès que les betteraves sont à couverture de sol, on ne traite plus les pucerons, donc plus d'aphiside à faire en culture. En plus, souvent sur ces stades-là, on voit qu'il y a une réinfestation, enfin une arrivée massive des auxiliaires. Donc bien souvent, même quand on a la présence de pucerons, on est rarement au-dessus des seuils. Elles sont autogérées par la présence des auxiliaires. Justement, tiens, tu lances la question sur le seuil. Tu nous as montré des graphiques avec des seuils de traitement. Tu peux y répondre, ou peut-être Cédric. Pourquoi on attend si tard pour traiter les betteraves, qu'on dépasse des seuils et qu'on ne traite pas plus tôt les pucerons? Tout à l'heure, tu nous as parlé de 1 puceron par betterave. Mais pourquoi on attend, ou on a traité à plus de 10, plus de 30? Pourquoi on a attendu? Bon, on a attendu parce que d'une part, les betteraves étaient jeunes. Donc les betteraves étaient tout juste à 2 feuilles naissantes. Donc appliquer ces types de produits qui ont besoin de pénétrer par les feuilles, des produits systémiques. Donc il n'y a pas une intervention directe sur le puceron, hein, il circule par la sève de la plante, le puceron vient le piquer et c'est là que le produit est ingéré pour lutter contre ça. Traiter sur des plantes petites, donc on touche moins de surface. Les plantes, on peut aussi, il y a moins de contact, donc moins réceptives, moins d'absorption du produit. Donc c'était un peu compliqué de traiter. Il y a aussi les stades réglementaires, hein, des produits. Les produits, il fallait normalement réglementairement, souvent l'utilisation était au stade 2 feuilles vraies. Au début, même le TPK était à 6 feuilles, qui est descendu au 29 avril à 2 feuilles vraies. Et on a bien vu, là, nous, sur notre exemple de la Somme, hein, qu'on a fait justement pour prémunir un peu de cette question-là, de savoir, fallait-il intervenir plus tôt? Donc, nous avions fait sur l'essai un traitement plus précoce. Et au final, on se rend compte que ça n'a pas eu un effet positif sur l'infestation de jaunisse derrière, quoi. On me pose une question, alors je ne saurais pas y répondre en entier. Est-ce que les semenciers ont-ils commencé à traiter les semences pour la France avec les NNI? Point d'interrogation. Sinon, y aura-t-il des problèmes de disponibilité? Alors la première question, je ne peux pas répondre pour eux. Je ne sais pas où en sont leurs stations de semences. Tant qu'on n'a pas la dérogue officiellement parlant, c'est quand même dangereux de lancer des enrobages si c'est pour jeter les semences, d'autant plus que les semences cette année, la production de semences dans le sud-ouest, ils ont connu les mêmes soucis que nous, hein, de printemps humide, d'été sec, et la production de semences n'a pas été à son niveau optimal. Donc il y aura peut-être plus de problèmes de disponibilité sur le choix de telle ou telle variété, mais il y en aura toujours assez, hein, pour que vous puissiez semer des betteraves en 2021. C'est d'ailleurs pour ça que la liste des variétés conseillées en 2021 par l'interprofession est un peu plus large que d'habitude, de manière à pouvoir couvrir tous vos besoins en variétés et en semences. Il y a une question qui est arrivée aussi sur, quand tu as parlé de prévalence tout à l'heure, les betteraves jaunes ou les betteraves touchées par la jaunisse avec des symptômes extérieurs, on voit des virus, on les note sur les tests ELISA, mais cette personne a entendu dire que les betteraves vertes étaient également porteuses de virus. Tu peux y répondre ou tu veux que j'y réponde?
Tu pourras peut-être compléter. Oui, en effet, on a pu parfois avoir des betteraves qui étaient vertes, mais qui avaient présence de virus. Hein. De toute façon, dans les ronds jaunes, il y a forcément des betteraves qui paraissent plus vertes, hein, qui ont potentiellement aussi parfois présence de virus. Ça peut arriver, mais c'est souvent quand même des betteraves qui sont à proximité des ronds de jaunisse. Oui, totalement. Donc, comme tu dis, c'est pas forcément des parcelles qui sont vertes et qui ont de la jaunisse, ce sont des betteraves isolées, parce que tous les tests que nous faisons, c'est sur des feuilles qui viennent de la même betterave, en test ELISA, avec présence plus ou moins forte, grave de jaunisse. Mais il n'est pas impossible de retrouver un petit peu de jaunisse, de virus dans ces betteraves vertes. Alors souvent des poléovirus, la jaunisse modérée, ou un peu de jaunisse grave, mais en aucun cas la jaunisse de la mosaïque. Alors, je vois que le temps tourne et on me fait des signes qu'il va falloir couper, sinon ça va se couper tout seul. Peut-être une dernière question, et je vais répondre en même temps. Comment gérer l'état de déterrage des betteraves pour lutter contre la jaunisse? Ça peut les gérer comme le milieu de la pomme de terre. Bien entendu, les dates d'éterrage sont à gérer pour la betterave, pour limiter toutes les repousses, faire activer toutes les repousses. Vous parlez de jaunisse, mais on peut parler aussi de tous les autres éléments, comme la cercosporiose, par exemple. En plus vous travaillerez vos tas de déterrage, en plus les repousses seront détruites, et en moins on aura de risque d'avoir ces parasites qui ressortent, que ce soit des pucerons, de la jaunisse ou d'autres éléments, d'autres ravageurs. Il est toujours conseillé d'épandre cet état de déterrage dans la parcelle de betterave qui a été arrachée de l'année N et pas de la mettre sur les futurs champs de betterave ou vice-versa. Donc oui, il est 10h54, je pense qu'on va pouvoir clôturer notre réunion. De toute façon, il n'y a plus de questions qui arrivent. Nous sommes plus d'une centaine sur ce comité technique ce matin, donc 100% des inscrits, Johan, se sont connectés ce matin, donc c'est plutôt très bien. Donc vous rappelez que tout ce comité technique sera disponible, alors on m'a dit plutôt demain que cet après-midi sur le site internet de l'ITB. Et quand la session va se clôturer, vous allez avoir également un questionnaire sur ce comité technique. Ça va vous prendre 2 minutes pour y répondre. Merci d'y répondre. Et pour nous, c'est très important de pouvoir faire évoluer nos comités techniques pour l'année prochaine d'une meilleure façon. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt dans notre comité technique ou à l'année prochaine, le comité technique de la Somme. Au revoir. Merci à tous, bonne journée et merci de votre participation. Au revoir.